tous les habitués de la pension étaient à table et reçut gaiement le hurrah de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Personne n'y met un habit neuf sans que chacun dise son mot. Fit Bianchon, en faisant claquer sa langue contre son palais, comme pour exciter un cheval. Tournure de duc et père, dit madame Vauquer. Monsieur va en conquête fit observer mademoiselle Michonneau. Coquerico, cria le peintre. Mes compliments à madame votre épouse, dit l'employé au muséum. Monsieur a une épouse demanda Poiret. Une épouse à compartiment, qui va sur l'eau, garantit bon teint dans les prix de 25 à 40, dessin à carreaux du dernier goût, susceptible de se laver, d'un joli porté, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents et autres maladies approuvées par l'Académie royale de médecine. Excellente d'ailleurs pour les enfants. Meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs? 2 sous? Non, rien du tout. C'est un reste des fournitures faites aux grands Mongols, et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand-duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous, et passez au petit bureau. Allez la musique. Broum la la trine, la la boum boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux, reprit-il d'une voix enrouée. Je te donnerai sur les doigts. Mon Dieu, que cet homme-là est agréable, dit madame Vauquer à madame Couture. Je ne m'ennuierai jamais avec lui. Au milieu des rires et des plaisanteries dont ce discours comiquement débité fut le signal, Eugène put saisir le regard furtif de mademoiselle Taillefer, qui se pencha sur madame Couture, à l'oreille de laquelle elle dit quelques mots. Voilà le cabriolet, dit Sylvie. Où dîne-t-il donc demanda Bianchon. Chez madame la baronne de Nucingen. La fille de monsieur Goriot, répondit l'étudiant. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicellier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent le joli à Paris. Une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, dit-il après l'avoir lutinée sur sa préoccupation. Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi, vous me le diriez franchement. Restez, dit-elle. Je serais seule si vous vous en alliez. Nucingen dîne en ville, et je ne voudrais pas être seule. J'ai besoin de distraction. Mais qu'avez-vous? Vous seriez la dernière personne à qui je le dirais, s'écria-t-elle. Je veux le savoir. Je dois alors être pour quelque chose dans ce secret. Peut-être, mais non, reprit-elle. C'est des querelles de ménage qui doivent être ensevelies au fond du cœur. Ne vous le disais-je pas avant-hier? Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat. Que pouvez-vous désirer? Répondit-il. Vous êtes belle, jeune, aimée, riche. Ne parlons pas de moi, dit-elle en faisant un sinistre mouvement de tête. Nous dînerons ensemble, tête à tête. Nous irons entendre la plus délicieuse musique. Suis-je à votre goût? Reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance. Je voudrais que vous fussiez tout à moi, dit Eugène. Vous êtes charmante. Vous auriez une triste propriété, dit-elle en souriant avec amertume. Rien ici ne vous annonce le malheur, et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins m'ôtent le sommeil, je deviendrai laide. Oh, cela est impossible, dit l'étudiant, mais je suis curieux de connaître ces peines qu'un amour dévoué n'effacerait pas. Ah, si je vous les confiais, vous me fuiriez, dit-elle. Vous ne m'aimez encore que par une galanterie qui est de costume chez les hommes. Mais si vous m'aimiez bien,
vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose. Venez voir mes appartements. Non, restons ici, répondit Eugène en s'asseyant sur une causeuse devant le feu près de madame de Nucingen, dont il prit la main avec assurance. Elle la laissa prendre et l'appuya même sur celle du jeune homme par un de ces mouvements de force concentrés qui trahissent de fortes émotions. Écoutez, lui dit Rastignac, si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je peux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez et me direz vos peines afin que je puisse les dissiper, fallût-il tuer 6 hommes, ou je sortirai pour ne plus revenir. Eh bien, s'écria-t-elle, saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. Oui, se dit-elle, il n'est plus que ce moyen. Elle sonna. La voiture de monsieur est-elle attelée dit-elle à son valet de chambre. Oui, madame. Je la prends, vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu'à 7 heures. Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen, à côté de cette femme. Au Palais-Royal, dit-elle au cocher, près du Théâtre-Français. En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse. En un moment, elle m'échappe, se disait-il. Quand la voiture s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa silence à ses folles paroles, car il s'était emporté. Vous m'aimez bien dit-elle. Oui, répondit-il en cachant l'inquiétude qui le saisissait. Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander. Non. Êtes-vous disposé à m'obéir aveuglément? Êtes-vous allé quelquefois au jeu dit-elle d'une voix tremblante. Jamais. Ah, je respire. Vous aurez du bonheur. Voici ma bourse, dit-elle. Prenez donc. Il y a 100 francs, c'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles sont, mais je sais qu'il y en a au Palais-Royal. Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette, et perdez tout, ou rapportez-moi 6000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour. Je veux bien que le diable m'emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il, avec une joie causée par cette pensée. Elle se compromet avec moi, elle n'aura rien à me refuser. Eugène prend la jolie bourse, court au numéro 9, après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l'enjeu. Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'il sorte, vous aurez 36 louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs. Eugène jette les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir. Retirez donc votre argent, lui dit le vieux monsieur. L'on ne gagne pas 2 fois dans ce système-là. Eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur. Il tire à lui les 3600 francs et, toujours sans rien savoir du jeu, les place sur la rouge. La galerie le regarde avec envie, en voyant qu'il continue à jouer. La roue tourne, il gagne encore, et le banquier lui jette encore 3600 francs. Vous avez 7200 francs à vous, lui dit à l'oreille le vieux monsieur. Si vous m'en croyez, vous vous en irez la rouge à passer 8 fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin. Rastignac, étourdi, se laisse prendre 10 louis par l'homme à cheveux blancs et descend avec les 7000 francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur. Ah çà, où me mènerez-vous maintenant dit-il en montrant les 7000 francs à madame de Nucingen quand la portière fut refermée. Delphine le serra par une étreinte folle et l'embrassa vivement mais sans passion. Vous m'avez sauvé. Des larmes de joie coulèrent en abondance sur ses joues. Je vais tout vous dire, mon ami. Vous serez mon ami, n'est-ce pas? Vous me voyez riche, opulente, rien ne me manque ou je parais ne manquer de rien. Eh bien, sachez que monsieur de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un sou. Il paye toute la maison, mes voitures, mes loges. Il m'alloue pour ma toilette une somme insuffisante. Il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fier pour l'implorer. Ne serais-je pas la dernière des créatures si j'achetais son argent au prix où il veut me le vendre? Comment moi, riche de 700 000 francs, me suis-je laissé dépouiller,